Alors on a vu beaucoup de sujets, la Normandie dans la santé, la Normandie également dans la chimie, la chimie du plastique en particulier. On va avoir pour cette table ronde intitulée les ETI normandes engagées dans la réindustrialisation écologique, un panel qui va réunir des entrepreneurs. Pierre-Jean Leduc, vous êtes à côté de moi, président de DEMJ, vous êtes également le président du MEDEF Normandie. Arthur Lepage à sa gauche, qui est le président de Reborn. On verra que vous êtes dans le même type d'activité, le plastique. Et enfin, Ophélie God, également dans le plastique aussi, secrétaire générale de Skytech à distance. Bonjour madame. Bonjour, désolé de ne pas être avec vous. Pas de problème, on comprend, et avec les problèmes de carburant, en plus, c'était encore plus difficile, certainement. Mais merci d'être là à distance, et on va revenir vers vous dans quelques instants, mais à côté de moi, à ma droite, j'ai la chance d'avoir Didier Moat, qui est le directeur général de la Banque Palatine, et je pense que c'est intéressant peut-être de commencer avec vous sur le tableau général. Vous n'êtes pas forcément comme moi un spécialiste du plastique, ce que je ne suis pas, mais vous êtes un spécialiste des ETI. Et c'est intéressant, on en a un peu parlé lors de cette matinée. La réindustrialisation, elle va se faire beaucoup par justement ce tissu entrepreneurial qui reste vivant, qui reste là, qui est insuffisant par rapport à notre voisin, l'Allemagne ou l'Italie du Nord, mais qu'il faut évidemment faire grandir. Alors première question, peut-être réindustrialisation écologique. J'ai beaucoup parlé depuis ce matin de la course à la transformation, notamment énergétique. Mais réindustrialisation écologique, aujourd'hui, c'est devenu un oxymore, comme on dit. C'est-à-dire, il faut, ça va ensemble. Si la réindustrialisation n'est pas écologique, elle ne sera pas. Alors effectivement, oxymore, en tout cas, c'est un défi. C'est un défi. Alors ça commence par la réindustrialisation, puis ensuite, on va peut-être parler de la décarbonation. Alors, il faut souligner évidemment le levier absolument majeur que représentent les ETI dans cette réindustrialisation. Sans citer trop de chiffres, mais il faut simplement se comparer avec nos grands concurrents et en mesurer la faiblesse qu'on a aujourd'hui en France sur ces sujets d'industrialisation. En France, on a 5500 ETI. 5500 ETI, quand on se compare avec nos grands concurrents, l'Allemagne, c'est 12 000 ETI. L'Italie, c'est 8 000. Le Royaume-Uni, c'est 10 000. L'Allemagne, c'est 20% du PIB. L'industrie, c'est 20% du PIB. En France, c'est 10%. On voit évidemment immédiatement le lien. On ne peut pas ne pas faire ce lien entre 10% de taux de PIB, 20% en Allemagne, et l'Allemagne qui vient de communiquer il y a quelques jours sur le fait qu'il voulait passer à 25%. 34% des exportations sont faites par nos ETI. Donc cet enjeu national dans lequel la Palatine s'inscrit pleinement, de doubler le nombre d'ETI, c'est évidemment un levier absolument majeur pour la France. Et je vous arrête une seconde, moi je suis journaliste depuis quelques années, j'entends ça tout le temps. Donc c'est bien, mais comment on fait? C'est bien, encore une fois, il y a une prise de conscience, il y a aujourd'hui un ensemble de dispositifs, et je veux saluer l'initiative qui est prise par la Tribune, pour que finalement les conditions soient réunies, pour que tous les acteurs participent de ce mouvement absolument essentiel de porter le nombre de TI de 5500 à 10 000. Alors 10 000, c'est une grande ambition, effectivement, c'est encore une fois les chiffres de nos grands voisins. Grande ambition, alors, le gouvernement n'a pas fait machine arrière, mais peut-être relativiser cette ambition, puisqu'il parle aujourd'hui d'une ambition sur la mandature de 500 ETI de plus, c'est la trajectoire du nombre de la croissance de TI sur 2012-2022. 10 ans. Alors 500. Donc, mais encore une fois, nous, une banque comme la Palatine, dans le métier d'accompagner les ETI, on s'inscrit évidemment dans ce grand mouvement d'avoir plus d'ETI et donc plus d'industrie et donc plus d'emplois. Et donc ensuite, il y a le sujet de la décarbonation. D'une industrie plus décarbonée. Alors, si là aussi on est très réaliste, très concret, il y a 6 mois à peine, le sujet de la transition énergétique était un sujet assez lointain pour les ETI, il faut se le dire, puisqu'on avait une ETI sur 5 en février 2022 qui avait engagé des mesures de transition énergétique. Depuis 6 mois, il se passe tout ce qu'on sait, cet été brûlant, cette guerre en Ukraine, cette crise, et on vit une bascule qui fait que d'un sujet qui était assez lointain, les premiers sujets de préoccupation pour les ETI en début d'année, c'était des sujets géopolitiques, on comprend, pénurie, etc., et puis les sujets de cybersécurité, on comprend aussi.
Évidemment, cette rentrée, le sujet de la transition énergétique, de l'accélération, de la bascule, des transformations des modèles devient un sujet absolument majeur. Et donc, on assiste à une accélération forte sur ces sujets. Pour autant, ça a été dit ce matin, cette accélération, et on sent le mouvement, on y reviendra très certainement, nous, en tout cas, dans la demande qui nous est faite et l'accompagnement qu'on propose à nos entreprises, se heurte aujourd'hui à ce mur de l'énergie. C'est l'expression du patron du METI, qui est un peu le porte-parole des ETI en France. Et c'est évidemment aujourd'hui, alors je ne sais pas si c'est une menace, en tout cas c'est un frein, un vrai risque. On assiste déjà, ça a été évoqué, lorsque les coûts de production représentent 3-4 fois, enfin l'énergie représente 3-4% des coûts de production d'une entreprise, enfin je parle sous le contrôle de nos collègues ici présents, et qu'on a des facteurs x4, x5, c'est évidemment un facteur très perturbant et un risque de délocalisation à l'extérieur. Dernière question avant de revenir sur d'autres sujets avec vous, mais vous êtes banquier, donc vous êtes là pour analyser les risques. Est-ce que vous voyez monter le risque, justement? Est-ce que dans les comités de crédit, cet étau dont vous venez de parler, c'est-à-dire la montée concomitante d'ailleurs des coûts de l'énergie, des taux d'intérêt pour ceux qui sont déjà, les entreprises qui sont endettées, c'est une situation quand même qui vous amène à vous poser des questions sur la montée des risques en 2022-2023, sur les PME et les ETI. On est comme tout le monde, on se pose tous des questions. C'est d'ailleurs en fait le problème du moment, c'est le problème des crises, c'est qu'on se pose des questions, c'est le problème de visibilité. Et en fait, on est tous confrontés, tous et toutes, banquiers, chefs d'entreprise, on participe du même écosystème, on est confrontés finalement à cette radicalité des changements, radicalité de la problématique énergétique, donc cette bascule sur de nouveaux modèles, dans des temps qui sont extrêmement courts, et puis la hausse des taux aussi, puisque la hausse des taux, elle est arrivée aussi de manière extrêmement brutale. Ce ne sont pas les taux aujourd'hui, on va voir à combien on atterrit, là aussi, pas faire de grandes prévisions, mais on est sur des taux de 2-3%, le fait qu'on revienne sur des taux tels qu'on les a connus dans l'histoire, 2-3%, c'est tout à fait compatible avec les modèles économiques, les projets que font nos chefs d'entreprise. Donc aujourd'hui, ce n'est pas tellement le problème des taux, c'est plutôt le problème de la hausse brutale des taux, des changements de modèle que ça représente, de la visibilité pour le coup que ça ne donne plus parce que ça revisite des programmes d'investissement. Et donc c'est ça. Et donc moi à date, pour vous donner un peu un baromètre du moment, on sent de l'inquiétude et on sent effectivement un ralentissement significatif en cette rentrée. Beaucoup moins d'opérations, des investissements qui sont arrêtés, des programmes de croissance externe, de build-up, enfin toutes ces opérations qui nécessitent des levées de dette qui pour l'instant sont plutôt stoppées. Des chefs d'entreprise qui continuent à se projeter sur l'avenir. Étonnamment d'ailleurs, et moi on parlait d'oxymore tout à l'heure, mais c'est la vision toujours pleine de paradoxes. Et moi j'y vois la richesse de nos chefs d'entreprise, leur capacité d'adaptation. Dans le temps court de cette rentrée, des interrogations et donc plutôt une pause, mais quand ils se projettent sur 2023-2024, on continue, et ça c'est un vrai facteur d'optimisme, vous savez, c'est le pessimisme de la raison et l'optimisme dans l'action, d'avoir des chefs d'entreprise qui nous disent qu'ils vont investir davantage l'année prochaine, des chefs d'entreprise qui nous disent qu'ils vont procéder à des opérations de croissance externe dans 70% des cas. Alors on va écouter ces chefs d'entreprise, puis vous pourrez commenter un peu ce qu'ils disent, puisque effectivement la Normandie est une terre de plasturgie. Alors peut-être avec vous, Pierre-Jean Leduc, nous décrire, parce que vous êtes vous-même un des acteurs importants de cette filière, et puis de regarder si elle peut être, et par construction, vu évidemment les problèmes à la fois d'écologie, les dangers du plastique dans les océans, etc., la nécessité pour elle de basculer vers une industrie 100% recyclable. Comment est-ce que ça peut être ça la stratégie finalement d'une Normandie dans sa filière plastique? Et on va en parler avec nos trois intervenants d'entreprise. Alors, vous avez dit que la Normandie était une terre de plasturgie, c'est avant tout une terre d'industrie. Donc ça a été dit ce matin, on a la chance d'avoir un territoire qui est industrialisé depuis des années, avec tout un tissu économique autour, comme ça a été dit tout à l'heure, très bien dit par Bernard Leroy sur la pharmacie, mais on a l'automobile, on a l'aéronautique, on a l'agroalimentaire, on a c'est une terre d'énergie au sens production d'énergie nucléaire, production d'énergie maintenant en éolien. On a donc en fait un tissu économique qui fait que historiquement,
on est une terre industrielle et on a même le PIB industriel par habitant le plus important en France. Et donc l'enjeu, c'est de garder cette première place. Et on a donc tout un réseau de sous-traitance dans tous les domaines que je viens d'évoquer. Et c'est ce réseau de sous-traitance qui a fait que la filière plasturgie s'est développée, donc en termes de transformateurs, mais c'est aussi une terre de chimie, hein, donc ça a été aussi très bien dit. Donc les producteurs de résine, et on a des champions du monde sur notre territoire, notamment Arkema, qui est le leader mondial de la production de plastique non issu du pétrole. Donc on a vraiment une culture industrielle et un vrai bassin tourné autour de la plasturgie. Et puis on a même aussi des établissements, des écoles, notamment à Alençon, anciennement l'ISPA, qui s'appelle maintenant Polivia Formation, et d'ailleurs dont je suis le président. Mais l'enjeu en fait pour nos entreprises, c'est déjà de pouvoir prendre le virage qui était évoqué, c'est-à-dire celui de pouvoir être encore là demain, et donc la crise énergétique actuelle est évidemment un vrai problème. Maintenant, je le disais tout à l'heure en discutant, en préparant un petit peu sur le ton de l'anecdote, mais de toute façon, cette problématique d'énergie, on a tellement l'habitude de s'adapter aux crises qu'on va s'y adapter. Donc moi, je suis assez confiant par rapport à ça. On a ce problème à résoudre, à intégrer dans notre équation économique, parce que c'est vrai que la France, on était une terre où l'énergie coûtait pas cher, et en fin de compte, dans notre structure économique de coûts, c'était quelque chose de relativement stable et dont on arrivait à facilement on était même compétitif par rapport aux pays certains autres pays, et notamment des pays qui sont dits low cost. Donc là, il va falloir s'adapter. On sait que ça va pas durer. On sait que ça va durer malheureusement dans le temps. Ça va probablement rebaisser, mais on aura un coût de l'énergie qui sera supérieur à celui qu'il était historiquement. Bon, voilà, c'est un élément à mettre dans l'équation. C'est une donnée de l'équation. C'est une donnée de l'équation. L'autre donnée de l'équation, c'est de basculer justement en même temps, j'allais dire, pour citer un personnage célèbre, dans cette réindustrialisation écologique. Et dans le plastique en particulier, et notamment votre entreprise, vous êtes aujourd'hui en train de tester un certain nombre de solutions. Je prends l'exemple de la chaussure de foot. Vous m'en avez beaucoup parlé, la chaussure de foot toute en plastique. Oui. Alors nous, on est dans le monde du plastique durable. On n'est pas dans le monde du plastique à usage unique, le plastique jetable. Donc on est dans une industrie qui, nous, on est dans l'automobile, l'aéronautique, le médical, le sport et loisirs, le luxe, l'industrie au sens général. Et on n'est pas dans notre métier, nous, c'est de remplacer du métal, ou c'est l'allègement, c'est de substituer du métal par des plastiques et des composites. Donc on est quelque part déjà intrinsèquement dans notre raison d'être des acteurs de l'économie d'énergie. Donc à chaque fois qu'on remplace un bout de métal par un bout de plastique ou de composite, on gagne en masse, donc forcément on dépense moins d'énergie pour mettre ce produit en mouvement. Donc notre marché à nous, là je parle pour DEMJ, je parle pas pour les plasturgistes, parce que le marché de la plasturgie est bien plus large que ça, mais pour DEMJ Group, notre raison d'être, elle est tout à fait en phase avec les enjeux du moment. Et donc, de là arrivent des opportunités qui sont liées intrinsèquement aux matières plastiques, parce que l'avenir des matières plastiques, c'est le recyclage. Et donc, on va en parler longuement ce matin, et je crois qu'on est sur une terre de plasturgie, mais aussi une terre qui devient une terre de recyclage. Hein. Donc, on va en parler. Qui va l'être encore plus avec l'arrivée d'Eastman. Voilà, on va pouvoir parler de ça ce matin. Donc, l'enjeu de la plasturgie, c'est d'être capable, en fait, de développer une filière où, de la fabrication jusqu'à la fin de vie du produit, on est capable de gérer les évolutions de ce produit, puisqu'en fait, la chance que l'on a avec les matières plastiques, c'est que, c'est des matériaux légers, 2, avec des fortes propriétés mécaniques, thermiques, chimiques, donc on peut utiliser dans beaucoup de domaines, et notamment dans le médical, pour revenir à ce qu'on évoquait tout à l'heure. Et puis, la chance, c'est que ce sont des produits qu'on peut recycler et réutiliser. Et donc, en fait, il ne faut pas voir les matières plastiques comme étant un problème, ou étant le problème, c'est plutôt les matières plastiques comme étant une des solutions au problème environnemental, au problème de rejet. À condition que le problème du recyclage soit traité en amont. À condition que le problème de recyclage soit traité. Et puis aussi, ne l'oublions pas, je passe un message, aussi un problème d'éducation, parce que les bouteilles plastiques qu'on retrouve dans l'océan, elles ne sont pas arrivées par hasard.
elles sont arrivées aussi parce que quelque part, il y a un abruti qui a lancé la bouteille de plastique dans le trottoir, qui a fait qu'on la retrouve dans les rivières et qu'on la retrouve. Donc cette approche comportementale, civique, dont on parle jamais. On parle plutôt du problème du thermomètre, mais on ne parle pas de problème de la température, mais il y a aussi un comportement civique. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et la problématique, elle n'est pas uniquement celle du plastique, elle est souvent aussi sur le problème comportemental. Il suffit de faire le tour de nos campagnes, même en Normandie. Moi, je suis atterré de voir comment nos routes, nos abords de routes sont très pollués. Et puis, alors, quand vous allez à Paris, sur le bord de périphérique, c'est infernal. Donc, on voit bien qu'il y a quand même une problématique comportementale. Maintenant, je dirais, c'est pas que ça, mais les matières plastiques ont cette chance, notamment les matières thermoplastiques, c'est-à-dire les matières modernes en matière plastique, sont des matières qui sont facilement recyclables et auxquelles on peut redonner plusieurs vies. Et là, vous donniez l'exemple de ce développement qu'on a fait pour Decathlon, où on est parti du principe qu'on pouvait développer un produit qui était recyclable. C'est-à-dire qu'une paire de chaussures, en règle générale, c'est composé de beaucoup de composants. Et donc, en fait, la fin de vie d'une paire de chaussures, c'est compliqué parce qu'il faut la démonter. Là, on a développé avec eux une technologie qui permet de faire une chaussure en une seule phase, faite de matière thermoplastique, à la fois textile et à la fois rigide. Donc, en l'occurrence, là, c'est une chaussure de football. Et cette chaussure, en fin de vie, vous la broyez et vous refaites autre chose. Bon. Et aussi un autre élément, c'est que maintenant, donc là je vais faire un peu la publicité de Decathlon, mais Decathlon est en train de mettre en place toute une démarche où vous avez votre chaussure de running, ou votre chaussure, quelle qu'elle soit, ça peut être une chaussure de marche, vous la ramenez chez Decathlon, elle est déconstruite et les matières premières qui ont servi à l'élaborer, les matières thermoplastiques qui ont servi à l'élaborer, sont en fait récupérées et nous, à partir de ça, on refait une partie de la chaussure. Donc c'est là où on dit qu'on est dans une boucle vertueuse, on part de la résine et on transforme un produit, de ce produit on le broie, on le recycle et on en fait un autre. Alors on ne va pas forcément refaire une chaussure, mais on peut refaire un autre produit. Et c'est ça la très grande caractéristique et je dirais le très gros avantage des matières plastiques. Alors cet exemple, on peut le retrouver aussi chez vous, Arthur Lepage, chez Reborn, dans un autre type de plastique. Et vous avez vous aussi investi dans une usine en Normandie. Vous avez sauvé, je crois, cette usine, et elle a réussi à créer énormément d'emplois. Beaucoup d'emplois en tout cas, et à se relancer. Est-ce que vous pouvez nous raconter rapidement cette histoire et notamment en quoi ça peut être une vraie filière d'excellence pour la Normandie et pour la France? Alors vous n'êtes pas qu'en Normandie, hein, vous avez 5 usines en France. Oui, on a 5 usines dans 5 régions, mais avec une usine historique en Normandie, qui en effet, on avait repris en 2004, donc il y a quelques temps, et qui était à l'époque en difficulté. On avait repris 90 personnes, aujourd'hui on est 200 sur l'usine, avec d'autres problématiques, parce que l'industrie n'a pas que le sujet de la décarbonation, il y a le sujet aussi de l'innovation, l'internationalisation. Donc on a beaucoup développé, on a 80% nos clients qui sont à l'international. Alors vous faites du film, voilà, on fait du film pour les marchés de l'agroalimentaire, la boisson, l'hygiène, tout ce qui est aussi transport, logistique, bâtiment. Et la plupart de nos clients aujourd'hui sont en France, mais des gros donneurs d'ordre internationaux. Donc développement de la société, et on a voulu, il y a 5-6 ans, en regardant le bilan carbone, 90% de notre bilan carbone, c'est l'énergie fossile, donc c'est l'extraction fossile. Une usine, comme on vient de le dire, une usine de plastique est assez peu consommatrice d'électricité par rapport à d'autres matériaux. On n'utilise pas d'eau. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un gros développement du plastique, parce qu'on est plus léger, on est souvent moins cher que le matériau concurrent, on est beaucoup moins carbone intensif que les matériaux alternatifs. En revanche, on a une matière première qui est souvent non renouvelable et extraite au niveau fossile. Et donc, on a voulu avoir pour projet de remplacer 80% de nos matières, en tout cas une très forte majorité de nos matières, par des matières recyclées. On n'a pas trouvé sur le marché des matières qui permettaient de faire ça. Et donc, on a décidé de s'intégrer sur la partie recyclage. Donc aujourd'hui, on est à la fois transformateur de films, fabricant de films, et recycleur. Et de plus en plus recycleur, parce qu'on a pour but à terme de non seulement recycler des matières, des films plastiques pour nos propres besoins et nos propres clients, mais aussi de vendre en extérieur les matières recyclées qu'on aura mises au point pour nos propres besoins. Alors cette économie circulaire, on va se tourner vers vous, Ophélie God de Skytech. Peut-être pouvez-vous nous expliquer comment est-ce que vous êtes aujourd'hui en train de créer justement
participer en tout cas à la création de cette filière. Dans un autre domaine, vous, c'est plutôt dans l'industrie, notamment automobile ou l'électroménager. C'est ça. Donc nous recyclons les plastiques issus donc justement de tout ce qui est véhicules hors d'usage, électroménager, moyens de télécommunication. Donc on est sur les plastiques durs et complexes d'ingénierie. Et on a beaucoup innové pendant des années dans un tout petit laboratoire pour développer une méthode de séparation de ces plastiques, parce que dans le recyclage plastique, pour vivre heureux, il faut vivre séparé. Donc on ne peut bien recycler des plastiques que si on revient à la famille de polymères. Donc on sépare les ABS, les PP et les PS. Et c'est ainsi qu'on peut ensuite régénérer le plastique et lui retirer les usages des premières usures du premier cycle de vie et donner une matière similaire à un plastique vierge aux plasturgistes. Alors pourquoi vous avez choisi, vous étiez dans les Yvelines, vous avez choisi de venir en Normandie, donc c'est complètement notre sujet, et oui, développer cette activité, et si vous arrivez au moment où effectivement il y a un très gros investissement, on en a beaucoup parlé de Eastman qui veut créer une usine géante. Donc est-ce que ça veut dire que on est vraiment entré aujourd'hui dans cette grande révolution, que ce soit pour le plastique ou d'autres domaines, de l'industrie circulaire? Oui, je pense que vraiment, là, il y a eu un basculement de toutes les énergies pour rentrer dans cette transformation et de rentrer dans un cercle vertueux sur le recyclage, la réutilisation des plastiques. La prise de conscience est faite. Comme le disait Pierre-Jean Leduc, en effet, il faut continuer d'éduquer les comportements pour faciliter la collecte, parce qu'aujourd'hui, le frein au recyclage, c'est la collecte du déchet. Les innovations sont nombreuses. Eastman sur le parti recyclage chimique, nous sur du recyclage mécanique, Reborn sur d'autres types de recyclage. L'industrie de recyclage, elle se constitue, elle s'intensifie, elle se spécialise pour donner des matériaux recyclés d'extrêmement haute qualité qui pourront être réutilisés. Il faut juste nous donner la matière première qui est le déchet. On a décidé, quand on est passé à l'échelle industrielle, c'était en 2018, il nous fallait des moyens, de la place. Donc on s'est tourné vers la Normandie parce que aussi, comme le disait Bernard Leroy dans la table ronde précédente, c'est une terre industrielle, tous les feux sont au vert, on a eu un accueil technique particulièrement intensif, que ce soit la sous-préfecture, l'Adréal, les communautés d'agglo, les autres industriels. On a rencontré donc Monsieur Leduc dans le cadre du club des ETI Normandie très très rapidement, et ça nous a facilité notre installation dans un calendrier record. Le recyclage, il se joue maintenant. On était moins de 20 il y a 2 ans, on est 106 aujourd'hui. On voulait aussi mettre en place nos valeurs, c'est-à-dire ne pas limiter notre empreinte carbone, recruter local. Il y a l'ISPA à Alençon. La Normandie est une terre industrielle, donc on peut recruter facilement des techniciens de maintenance, des conducteurs de ligne, les former à nos métiers, et dans un cadre de vie très très agréable. Alors Didier Moité, pardon, je reviens à vous. Vous avez entendu ces 3 exemples, ces 3 entreprises ou entrepreneurs qui disent il y a là l'opportunité de créer une très grosse filière. Quand on dit qu'on veut créer ce doublement du nombre de TI, est-ce qu'il ne faut pas justement en passer par ce type de stratégie, c'est-à-dire de soutenir, et ça peut être le rôle des banques, de la vôtre, des filières qui sont en train justement aujourd'hui d'investir dans cette industrie décarbonée, cette industrie verte? Alors je ferai 2 réponses. Déjà, c'est soutenir la décarbonation. Et donc là, on assiste à une transformation, là aussi une accélération absolument majeure. Des sources de financement et des façons d'accompagner les chefs d'entreprise. Alors, parce que c'est un besoin, ça vient d'être évoqué, besoin d'investir dans cette transition énergétique. Donc nous avons des entreprises qui aujourd'hui réclament, demandent des financements qui soient fléchés transition énergétique, à la fois pour leurs investissements de changement de modèle, mais aussi pour des opérations qui ne sont pas liées à la transition, mais qui sont liées au fait que l'entreprise elle-même réalise des efforts, diminue son empreinte carbone. Donc ça, c'est des crédits à impact, un peu comme ça. Absolument. Et donc nous, banquiers, on a pour le coup de ce qui était un produit un peu accessoire il y a encore quelques mois, ça devient aujourd'hui un produit cœur de gamme. La Palatine, par exemple, on en a fait aujourd'hui un peu notre marque de fabrique, de faire en sorte que les crédits d'accompagnement de nos entreprises soient soit fléchés investissement de décarbonation en transition énergétique, soit financement qui intègre des indicateurs mesurables qui permettent, si l'entreprise est au rendez-vous
de la diminution de son empreinte carbone, d'un certain nombre d'engagements qu'elle prend. Dans la filière plastique, par exemple, des engagements qui vont être pris en matière de recyclage de matières plastiques. On fait le point et l'entreprise est intéressée par une bonification sur taux d'intérêt. Alors ça, c'est toute la révolution de l'ESG, en fait. C'est ce qu'on appelle de façon générique le basculement de la finance. Est-ce que toute la finance aujourd'hui va basculer dans cette logique elle bascule parce que l'épargne aujourd'hui veut aussi donner du sens Exactement. à son épargne. On accompagne ce qui est en train de se passer autour de nous. Vous savez, nous, on est le poumon, quelque part, et on fonctionne en symétrie avec l'économie. Donc les clients aujourd'hui, avec cette prise de conscience que j'évoquais tout à l'heure, réclament de la transition énergétique, réclament de la décarbonation. Donc tant les financements se mettent au diapason de ces besoins-là, que les investisseurs d'une manière générale, et notamment les fonds d'investissement. Les fonds d'investissement qui ont besoin d'investir dans des produits, si je puis dire, qui répondent aux besoins de leurs clients initiaux, eh bien flèchent leurs investissements dans des entreprises, dans des industries qui prennent des engagements décarbonés. C'est toute la révolution des investissements ESG, environnement, sociaux, gouvernance, avec des engagements forts pris par les entreprises, mais ça leur va bien parce qu'elles sont eux-mêmes, si je peux dire, engagées dans cette transformation-là. Alors, parler de cercle vertueux, c'est vraiment ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui à cette problématique qu'on évoquait tout à l'heure de ce mur de l'énergie. Alors j'écoutais hier l'intervention de Macron, il disait il faut qu'on serre les coudes, il faut qu'on fasse preuve de solidarité, c'est le cas notamment dans les filières, pour qu'une filière fonctionne bien, il faut qu'elle soit plus solidaire. Et l'un des sujets probablement de votre filière, ce que vous nous avez expliqué, Pierre-Jean Leduc ou vous trois, c'est en fait c'est quoi l'impact et l'écologie, c'est de regarder les conséquences de nos actes en fait. C'est quelque chose qu'on a peut-être perdu de vue, beaucoup de gens se disent, c'est ce que vous avez donné comme exemple, la bouteille plastique, il y a bien quelqu'un qui la ramassera. Comment est-ce que aujourd'hui on peut passer à une phase industrielle justement dans le recyclage du plastique, parce que l'idée c'est d'en faire une ressource, une nouvelle matière première. On veut plus sortir de carbone de la terre, il va falloir utiliser celui qu'on a déjà sorti. C'est ça l'enjeu finalement du futur. Pierre, peut-être on peut à tous les trois nous donner un peu votre point de vue. Comment on fait pour passer à la vitesse supérieure? Déjà, c'est de faire en sorte de dire que prendre conscience que un détritus n'est pas un déchet final, c'est-à-dire qu'il a une autre vie. Il a une valeur, il faut valoriser le déchet. Et donc, à partir du moment où on donne une valeur à un détritus, on en fait quelque chose il a la possibilité d'avoir une deuxième vie, et c'est ça qui est important. Et donc, les matériaux plastiques, et beaucoup de matériaux, ont la possibilité d'être recyclés. Donc, le recyclage, je disais tout à l'heure, c'est l'avenir de la plasturgie, et ça, j'en suis intimement convaincu. Et la filière qu'on vient d'évoquer, c'est pas un hasard si ça s'implante en Normandie, parce qu'il y a un vrai terreau propice à ça. Mais nous, industriels, aujourd'hui, il y a eu aussi un changement comportemental. Il y a encore très peu de temps, dans l'industrie automobile, il fallait utiliser de la matière vierge. C'est-à-dire une matière qui était issue du producteur donc issue du carbone, très souvent. Donc issue du carbone. Maintenant, alors, on nous impose d'intégrer de la matière recyclée dans nos produits. Et donc, en fait, ça devient une absolue nécessité. Alors, ce qui est le frein aujourd'hui, c'est que la matière vierge coûte moins cher souvent que la matière recyclée. Et donc, tous les intérêts, et d'où l'intérêt d'avoir des entreprises comme Eastman. Surtout avec le prix de l'énergie qui monte. Surtout avec l'énergie qui monte. Mais à partir du moment où ça devient une contrainte pour les industriels producteurs de produits. Donc dans l'industrie automobile, on a ces contraintes qui sont en train d'arriver. 2, à partir du moment où la technologie le permet, parce qu'en fait, il y a un élément aussi important, c'est si vous prenez une bouteille plastique. La bouteille plastique, donc c'est un produit alimentaire. Historiquement, les produits alimentaires utilisaient uniquement de la matière vierge. Maintenant, c'est faux. Vous prenez une bouteille d'eau minérale, d'ailleurs vous commencez à le voir, les bouteilles d'eau minérale, on voit faites avec du PET recyclé, en partie ou totalement. Donc en fait, on voit bien que la technologie d'un côté, la contrainte de l'autre, parce que je crois que sans contrainte, il n'y a pas forcément de mouvement. 3 aussi, un comportement civique, parce que là, ce que je disais tout à l'heure, c'est ni plus ni moins que du civisme, c'est de dire, je mets la bouteille dans le bon bac de recyclage. Nous, industriels, on a pris très vite conscience que de toute façon, nos matières, elles avaient de la valeur. Donc, soit on les recycle à poste sur les machines, c'est-à-dire que historiquement, dans les matières plastiques,
depuis toujours, on est capable, les rebuts de production, on les recycle avec 20% de matière vierge. C'est ça qui fait que c'est ça qui fera qu'on créera cette filière. Exactement. Arthur Lepage et puis Féligone, peut-être chacun sur ce sujet. Donc, est-ce qu'on peut aller vers le 100% plastique recyclé? Déjà, 100% peut-être. Mais bon, aujourd'hui, on est à moins de 11% de recyclage. Donc on a un petit peu de marge entre le 11 et le 100. Nous, on vise le 100% de matière recyclée dans nos produits. Mais au-delà de ça, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est en train de repenser l'ensemble de la filière. Et surtout la filière de collecte. En fait, le marché du déchet, historiquement, c'est un marché c'est un marché de logisticiens. C'est un marché où vous payez pour, en fait, que quelqu'un prenne vos déchets et les mette dans un trou, donc une décharge. C'est un métier extrêmement rentable, ou l'incinère, et pendant très longtemps, l'envoie en Asie. Donc c'était ça les trois grandes fins de vie des déchets. L'Asie a interdit toute importation de déchets, tous les matériaux confondus, pas que plastique, mais on a envoyé des millions de tonnes aussi de papier, des millions de tonnes de métaux. Et donc ça crée aujourd'hui une vraie de distribution sur le marché. On doit créer des usines de recyclage et on doit surtout repenser la collecte des déchets. Alors on parle beaucoup de la poubelle des consommateurs, mais les 2/3 des déchets, ce sont des déchets industriels et commerciaux. Donc c'est ça aujourd'hui que nous d'ailleurs on attaque en premier. C'est ces déchets-là qu'il faut trier à la source, en tout cas collecter pour recycler, et toute la filière de collecte est en train de se réorganiser, est en train de se complètement changer. En fait, on vient collecter non plus pour mélanger les déchets et les mettre en décharge ou les incinérer, mais on va les séparer, on parlait de séparation tout à l'heure, à la source pour pouvoir mieux les recycler. Donc c'est au-delà du recyclage, c'est comment on collecte les déchets qui est en train d'être complètement repensé aujourd'hui. Ophélie God, un dernier mot en 1 minute. Vous avez des projets d'investissement pour faire grandir encore ce que vous avez fait en Normandie? Oui, parce qu'aujourd'hui, nous, on est dans un contexte d'internationalisation. Aujourd'hui même, on signe l'acquisition d'un site en Italie parce que notre volonté n'est pas de faire parcourir des kilomètres aux déchets pour les emmener vers nos sites de production. Donc oui, la filière de collecte doit s'organiser pour nous permettre de récupérer le plus de volume possible. Et je pense qu'en France et dans d'autres pays d'Europe, la loi AGEC qui prévoit des taux d'intégration dans les nouvelles productions va faciliter l'organisation de cette filière qui est très active et qui est active au niveau européen. Merci beaucoup à tous les quatre. Peut-être un mot de conclusion à vous, Didier Moité. Bon, écoutez, un mot, on va finir sur une note d'optimisme dans une matinée qui était un peu compliquée dans le contexte. Franchement, on est engagés, je pense tous et toutes, et encore une fois merci, vers une réindustrialisation dont la France a besoin parce qu'elle a besoin de créer de l'emploi. Et ce sujet de transition énergétique, cette accélération de la transition énergétique doit être perçue d'abord comme une opportunité. Et je sens, moi, autour de nous, les banques, le gouvernement, tout ce qui est pris autour de nous, comme un encouragement à réussir sur cette transformation qui est d'autant plus urgente qu'elle est nécessaire. Merci beaucoup. On passe à la dernière table ronde. À toutes.